Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Voici le sommaire. Audience au palais présidentiel accordée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale. Oyono Essono Siméon s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara sur la coopération bilatérale et multilatérale, précisément les moyens de diversifier et de renforcer les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le scrutin législatif du 6 mars, c'est toute la classe politique ivoirienne qui participera à ce rendez-vous des urnes, ce qui annonce de grands duels dans différentes zones du pays. Quel regard les électeurs et les formations politiques portent sur ce antagonisme? L'analyse politique à retrouver dans ce journal. Et l'exécution du plan de sécurité du territoire 2021, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lance l'opération Épervier 6. Les forces engagées dans cette opération agiront avec rigueur pour la sécurisation des biens et des personnes. Bienvenue dans ce 23h. Un émissaire du président équato-guinéen était reçu ce jeudi au palais de la présidence au plateau. Oyono Essono Siméon portait au chef de l'État Alassane Ouattara la volonté de voir renforcer les liens bilatéraux et multilatéraux entre son pays et la Côte d'Ivoire. La coopération étant déjà sectorielle, d'autres secteurs d'activité devraient diversifier, à savoir l'agriculture, l'industrie et les PME, PMI, suivant ce rapport de la rencontre par Viviane Aïma. Reçu ce jeudi 18 février par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, Oyono Essono Siméon, était porteur d'un message du chef de l'État Théodoro Obiang Nguema à son homologue ivoirien. Il faut souligner que sous l'impulsion des deux chefs d'État, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont renforcées. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Obiang Nguema Mbaja, chef d'État de la République de Guinée équatoriale, président de la République, pour son homologue et frère, son Excellent M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de consultations mutuelles entre les chefs d'État de haut niveau sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Comme vous le savez, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire entretient des relations sectorielles de coopération et travaillent ensemble pour l'élargissement de celle-ci à d'autres secteurs de coopération, surtout secteur de l'agriculture, de l'entreprise et l'industrie, petite et moyenne entreprise industrie, et inscrit dans le programme de diversification et d'échange de points de vue de leur économie. Le président Alassane Ouattara s'est déjà rendu par 2 fois à Malabo. C'était en juin 2011 et en février 2013. De son côté, le président Théodoro Obiang Nguema avait effectué une visite de 24 heures à Abidjan en décembre 2019. Le service public ivoirien poursuit sa modernisation. Un outil de gestion des ressources humaines est mis à la disposition de l'administration publique et parapublique. Il s'agit du référentiel des emplois et des compétences. Il permettra à l'administration ivoirienne de répertorier les emplois et améliorer la productivité, également l'efficacité de son personnel. Déjà 5 départements ministériels du gouvernement ont reçu cet outil stratégique dont nous parle Jean-Marc Djadji. 5 ministères réceptionnent leur référentiel des emplois et des compétences, un nouvel outil de gestion des ressources humaines élaboré par l'État de Côte d'Ivoire. À travers ce document, les responsables de ces institutions pourront améliorer la qualité et la transparence des services, définir leur politique de management, identifier les compétences et évaluer les besoins de formation de leurs agents. Ce projet a été possible grâce à l'appui de partenaires internationaux et nationaux, notamment le secrétariat d'État pour le renforcement des capacités. Le processus d'élaboration des référentiels des emplois et des compétences a démarré en 2015 par la première phase, dite phase pilote, qui a permis de doter le ministère de l'Éducation nationale
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'un référentiel des métiers de l'administration scolaire. Cette nouvelle politique de management est une opportunité pour le gouvernement, celle de rendre l'administration publique plus performante. Conformément au plan national de développement, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un important processus de relance économique. Pour y parvenir, elle a entrepris, entre autres actions majeures, des réformes destinées à améliorer et à moderniser les services publics. La vision stratégique à l'horizon 2030 de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, place les ressources humaines comme facteur clé de la poursuite du développement de la Côte d'Ivoire. Cette vision, qui exige de profondes réformes structurelles et organisationnelles, commande une réorientation stratégique du mode et des modalités de gestion des ressources, tant financières qu'humaines. Centré sur la description des emplois, ce référentiel des emplois et des compétences, REC, totalise 16 familles professionnelles, 38 domaines de compétences et 242 postes type. Voilà, c'est un outil développé dans le cadre du Plan national de développement. Et le développement social et économique participe aussi à la réalisation de ce plan. Dans la région du Kabadougou, 189 millions de francs CFA ont été remis aux jeunes entrepreneurs dans le cadre de l'initiative Agir pour les jeunes de l'agence Emploi Jeunes. Didier Nguessan. Le financement des projets en faveur des jeunes arrive dans la région du Kabadougou. Ici, 420 jeunes reçoivent des chèques d'un montant total de 189 millions de francs CFA pour matérialiser leurs projets. Au moins 30% des bénéficiaires sont des femmes. Pour nous, le début d'une nouvelle vie. Grâce au projet Agir pour les jeunes, nous faisons partie des entrepreneurs de la région du Kabadougou. 3 précédents programmes d'insertion socio-professionnelle, notamment AJ2, PGDEC, TIMO, avaient permis aux jeunes du Kabadougou de recevoir des financements, de même que le programme de relance des activités impactées par la COVID-19. Au total, 6 690 jeunes ont été pris en charge par ces dispositifs du ministère de la Promotion des jeunes et de l'emploi des jeunes pour près de 2,6 milliards de francs CFA. Quand vous prenez Agir 2 et Agir 3, vos enfants dans la région, au nombre de 644 personnes, ont bénéficié de 305 700 000 francs CFA. Voici la réponse concrète que le président Alassane Ouattara apporte à la problématique de l'insertion des jeunes dans notre pays. Dans le cadre du rendez-vous de la jeunesse, Mamadou Touré s'est entretenu avec les associations de jeunes venus d'Odiéné, Madinani, Beleban, Samatigila, Bako et Tiémé. En politique, la campagne législative s'ouvre dans 8 jours. Les partis politiques s'engagent pour des élections pacifiques. Les représentants des partis et groupements politiques ont dans ce cadre signé un code de bonne conduite, une initiative du NDI, le National Democratic Institute, avec la collaboration de la CEI, la Commission électorale indépendante. Ahmed Traoré et Éric Corré. Prôner le dialogue pour obtenir des élections équitables, inclusives et transparentes, s'engager à respecter le verdict des urnes et contribuer à instaurer un climat de paix et de tolérance. C'est tout le sens de la cérémonie de signature du Code de bonne conduite des partis et groupements politiques candidats aux élections. Une démarche menée de bout en bout par le NDI, National Democratic Institute. Selon le président de la Commission électorale indépendante, la démarche est opportune. Je suis particulièrement heureux de l'environnement dans lequel se déroule cet événement aujourd'hui. Il est en rupture avec le contexte de violence auquel la Commission électorale et l'ensemble de la communauté nationale ont été confrontés à la faveur de l'organisation de l'élection du président de la République. La classe politique ivoirienne, pour sa part, manifeste toute son adhésion. La signature du Code de bonne conduite, cet engagement du RHDP dans la démocratie et dans une compétition électorale civilisée, apaisée, afin de consolider la paix dans notre pays.
Depuis 2008, ce code avait été mis en place. Il a été aménagé et aujourd'hui, nous signons sa nouvelle mouture qui vise un seul objectif, c'est de demander aux Ivoiriens, quels qu'ils soient, candidats de quelque parti politique qu'ils soient, de s'inscrire dans la dynamique de paix. Pour rappel, le NDI facilite le dialogue entre les différents acteurs politiques depuis 2017. À présent, ce code de bonne conduite entre en vigueur puisqu'il vient d'être signé par les parties prenantes. Et en rapport avec les élections législatives, je vous donne lecture de ce communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, qu'elle procédera en prélude à la tenue du scrutin législatif du 6 mars 2021 à la distribution des cartes d'électeurs dans la période du samedi 20 février au samedi 27 février 2021. Cette distribution se fera au siège des commissions électorales locales, les CEL, dont la liste est consultable sur les www.cei.ci sur l'ensemble du territoire national. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes: la carte nationale d'identité, la CNI, ou l'attestation d'identité, ou encore le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. Un communiqué signé à Abidjan le 17 février du secrétaire permanent de la CEI. Des législatives, nous en parlons d'ailleurs. Le dossier de ce journal en parle également. C'est ce qui ponctue l'actualité de ce pays, l'actualité politique ivoirienne. Le 6 mars prochain, l'opposition et le parti au pouvoir soumettront leurs candidats à la décision des Ivoiriens pour l'élection des députés. C'est d'ailleurs exceptionnel car depuis les années 90, le pouvoir et l'opposition n'ont pas compéti ensemble pour des législatives. Ce scrutin renferme donc de grands enjeux dans plusieurs zones du pays. Des candidats de poids lourds s'affronteront pour ravir le siège de leur circonscription. Pour renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale, la compétition s'annonce éclectique, suivant ce dossier de Michel Digré. Élections législatives du 6 mars prochain, 255 sièges sont à pourvoir à l'hémicycle. Au regard de la qualité des candidats et de l'engouement de toute la classe politique, la compétition s'annonce rude avec de grands chocs en perspective. Je prends le cas de Port-Boué. Port-Boué, ça sera un peu comme un match retour entre le maire actuel et naturellement le candidat du RADP. Je pense qu'au plateau, il y a le député maire Evo Jacques et son rival que nous connaissons, Odé. Donc ça fait que vraiment nous pensons que ça sera un grand derby. Derby, duel ou encore remontada, l'arène politique sera aux couleurs du vocabulaire sportif le temps des législatives. Dans le district d'Abidjan, les projecteurs seront une fois de plus braqués sur la commune du Plateau, où le candidat du PDCI Jacques Owo tentera de conserver son siège acquis de haute lutte il y a 5 ans. Mais cette fois-ci, le RHDP entend passer à l'offensive et jouer les premiers rôles. L'élection qui a eu lieu en 2016 et l'élection qui aura lieu cette année, c'est deux contextes totalement différents. Il y a le lien personnel que nous avons tissé, construit au fil des ans avec les différentes populations. Et ça, c'est extrêmement important. À Yopougon, pouvoir et opposition jouent gros. Il est de coutume que celui qui est au pouvoir à Yopougon ait la meilleure position. Je crois que c'est cette loi qui est respectée. Bon, que certains partent de là pour conclure que c'est une commune de pro-Gbagbo, ben, on verra bien. Le match n'est intéressant que si vous avez en face des adversaires de taille. Donc nous sommes totalement confiants. Nous les respectons, mais nous sommes confiants. Traditionnellement, il s'agit d'une circonscription dans laquelle le PDCI-RDA, notre allié dans cette coalition électorale, a toujours fait environ au minimum 25%, quel que soit le type d'élection. Et puis il s'agit également d'une circonscription dans laquelle les partisans du président Laurent Gbagbo sont à tel point nombreux qu'on a donné dans le langage populaire ivoirien à la commune de Yopougon le surnom de fief de Laurent Gbagbo, de Yopougon de Gbagbo, etc. Alors mis ensemble,
nous avons quand même mathématiquement, parce que les chiffres ne montent pas, une opportunité là de remporter la victoire. Nous sommes optimistes au niveau de l'opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les grands chocs vont être ceux-là, RHDP contre l'opposition. Quelquefois, il y a aussi des blocs internes qui vont s'affronter. Il y a aussi la question des indépendants qui commencent à troubler le sommeil de certains partis. Donc il faut dire que c'est une approche dynamique au plan démocratique. Nous espérons seulement que l'environnement légal, l'environnement sécuritaire soit renforcé pour que tout se déroule dans les conditions les meilleures. Comme choc interne, l'on assistera à un duel au sein de l'opposition entre Maurice Kakoudikawe du PDCI et Marie-Odette Lorognon de EDS pour le siège de Gagnois sous-préfecture. Autre enjeu de ces législatives, le centre du pays, où l'opposition avec comme capitaine d'équipe le PDCI RDA voudra assurer sa victoire. Comme vous le savez, Yamoussoukro, c'est un symbole fort parce que c'est un des bastions les plus importants du PDCI. La première chose à laquelle nous nous attelons en ce moment, c'est donc la mobilisation de tous les électeurs. Et nous sommes sûrs que le symbole de Yamoussoukro restera très fort au soir du 6 mars. Pour le RHDP, le Vébaolé n'est plus la chasse gardée du PDCI RDA. Les choses ont beaucoup bougé dans le centre du pays. Parce que le président Alassane Ouattara a fait d'énormes réalisations en Pays Baoulé. Ce sont des atouts que nous pouvons comptabiliser. Mais au-delà de l'aspect de développement, il y a le fait aussi que la création du RHDP a beaucoup fait changer les choses. La plupart des hauts cadres du PDCI-RDA ont adhéré au RHDP. Donc il ne sera plus question de dire au niveau du centre que le PDCI est notre fétiche. L'ouest du pays, le bastion de l'UDPCI. Le RHDP veut déjouer les pronostics à la faveur de ces législatives. L'ouest montagneux de notre pays constitue un enjeu important pour le RHDP parce que vous savez qu'il y a des responsables du RHDP hier qui sont des leaders de cette région quand ils étaient au RHDP. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Et le RHDP a fait peau neuve avec de nouvelles têtes qui sont au travail à l'Ouest. Cette élection va venir pour montrer l'ancrage réel du RHDP. Et il s'agit pour nous de faire en sorte que ce qui est la réalité soit révélé à travers le nombre de députés que nous aurons. Nous voulons garantir que le RHDP gagnera la majorité des députés dans l'Ouest du pays. Cette élection est effectivement une élection particulière. En ce qui concerne l'UDPCI, une élection test au niveau de l'Ouest depuis notre sortie du RHDP. Donc nous avons eu beaucoup de séances de travail pour identifier les candidats porteurs donc d'une alternative apaisante, mobilisatrice qui nous conduise à la victoire. Et je pense que nous avons de bons candidats. Pour les électeurs, les matchs devront se jouer jusqu'à la dernière minute. Les derniers moments vont jouer. Celui qui va réussir à faire véritablement, pas campagne extraordinaire, mais celui qui va faire des campagnes porte à porte, qui va exprimer véritablement sa pensée. Je pense que cette personne-là va gagner. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les partis politiques qu'on doit regarder, mais ce sont les individus, ceux qui font quelque chose réellement dans leur communauté, dans leur département. Donc, il y aura beaucoup de surprises. De grosses surprises au soir du 6 mars prochain. Le coup de sifflet pour la campagne sera donné ce 26 février. Pour l'heure, c'est la mise au vert dans les différents QG. Voilà, c'était l'avis des populations et des politiques sur les grands enjeux des prochaines législatives. Une analyse politique à retrouver sur RTI.
Point info. Et en rapport avec ces législatives, ce communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante en partenariat avec le PNUD, avec l'appui du projet d'appui aux élections, organise un atelier d'appropriation et d'information sur le mode opératoire des élections des députés à l'Assemblée nationale à l'attention des candidates et candidats à l'élection des députés du 6 mars 2021. Cet atelier qui vise à contribuer au renforcement de la transparence du processus électoral aura lieu le mardi 23 février 2021 à l'espace Latry Event 6 à Abidjan de Plateau, carrefour d'Incan à partir de 10h. En plus de cette période électorale, une attention toute particulière est accordée à la sécurité du territoire. C'est même une priorité pour l'armée ivoirienne qui a lancé aujourd'hui l'opération Épervier 6. L'objectif, c'est de garantir la sécurité des personnes et des biens dans toutes les communes du district d'Abidjan et dans l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire. Les implications de cette opération sont révélées dans ce reportage de Abou Sanogo. L'épervier étend ses ailes dans le district d'Abidjan pour la 6e fois. C'est la Riviera 2, dans la commune de Cocody, qui a accueilli le lancement de l'opération Épervier 6, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Une opération destinée à garantir la sécurité des personnes et des biens, à lutter contre le grand banditisme. Les différentes opérations Épervier menées sur l'ensemble du territoire national ont permis de baisser considérablement le niveau de criminalité à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ces opérations visent à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, lutter contre le trafic illicite de drogue, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, lutter contre le terrorisme et rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits de grand acabit. Avant leur déploiement sur le terrain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a invité ses hommes à mener cette opération avec responsabilité et à agir avec professionnalisme. Ces opérations que nous avons menées avec l'ensemble des forces de sécurité ont permis aujourd'hui d'amener l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire à 1,2. Je voudrais rassurer les uns les autres. La police, la gendarmerie mettront tout en œuvre pour mettre hors d'état de nuire les bandits qui veulent troubler la quiétude de nos compatriotes. Et ils ne feront aucun cadeau, je dis bien aucun cadeau, aux individus mal inspirés qui tenteront de semer l'insécurité. La sécurité publique est au cœur des préoccupations du chef de l'État et de son gouvernement. Par ailleurs, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, s'est félicité du choix porté sur sa circonscription pour abriter le lancement de cette opération d'envergure et a invité les populations à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Cette opération Épervier 6 est une technique de maillage des zones à risque du district d'Abidjan, des quartiers en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. L'opération mobilisera plus de 2000 hommes issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO et de l'armée. Elle va s'étendre à l'ensemble des villes du pays. Voilà, et le professionnalisme des forces engagées dans cette opération est vivement souhaité. L'assistance de l'État de Côte d'Ivoire aux populations n'est pas qu'au niveau sécuritaire. Les victimes des catastrophes naturelles sont aussi soutenues par l'État ivoirien. Et pour renforcer cette action de solidarité, la mutuelle panafricaine de gestion des risques apporte à la Côte d'Ivoire 1,182 milliards de francs CFA. Ces fonds sont destinés aux populations touchées par le déficit pluviométrique dans le nord du pays, suivant ces explications de Mahama Traoré. Pour avoir souscrit à 2 polices d'assurance contre la sécheresse auprès de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, la Côte d'Ivoire reçoit ce chèque d'1,182 milliards de francs CFA, somme destinée à lutter contre les effets néfastes du déficit pluviométrique qui frappe certaines localités du nord du pays. Ce montant permettra d'assister 15 750 ménages vulnérables, soit 78 750 personnes identifiées dans plusieurs régions au nord de la Côte d'Ivoire. Ce second décaissement porte sur 1,588 milliards de francs CFA et porte sur l'ensemble des interventions de l'ARC en Côte d'Ivoire. La régularité de vos interventions en faveur des populations les plus vulnérables au déficit pluviométrique
ne peut que nous conforter à entretenir avec l'ARC une coopération forte et durable. Voilà qui justifie l'intérêt de la Côte d'Ivoire à accueillir le siège de l'ARC à Abidjan, une institution spécialisée de l'Union africaine créée en 2012 avec pour mandat d'aider les États du continent à se prémunir des conséquences des catastrophes naturelles, notamment celles liées au changement climatique. Membre de l'ARC depuis 2014, la Côte d'Ivoire a reçu en novembre 2019 un premier chèque d'une valeur de 406 millions de francs CFA, montant visant à lutter contre le déficit pluviométrique dans les régions du centre du pays. Sur le plan sanitaire, la plateforme Une seule santé a été présentée. Elle a pour mission de coordonner toutes les interventions sanitaires pour prévenir et riposter contre les maladies émergentes et réémergentes à potentiel pandémique, suivant cet exposé de Salima Toudia. Près de 75% des nouvelles maladies infectieuses ayant affecté les êtres humains ces 10 dernières années sont causées par les agents pathogènes provenant des animaux ou des produits d'origine animale, selon les données actuelles. La lutte contre ces maladies exige de nouvelles approches, d'où la mise en place de la plateforme nationale Une seule santé, qui découle de la volonté d'atteindre les objectifs du Programme mondial de sécurité sanitaire. Une initiative internationale visant à prévenir, détecter et réagir face aux menaces de maladies infectieuses. Le lancement de la plateforme a eu lieu ce 17 février. La complexité de ces pathologies, ainsi que leur impact sanitaire et socio-économique, montre qu'elles ne peuvent être éliminées par un seul secteur. Ainsi, la lutte contre ces menaces sanitaires doit reposer sur une approche holistique, c'est-à-dire sur une bonne collaboration multisectorielle et pluridisciplinaire. Cette plateforme de coordination fait interagir entre autres secteurs la santé, l'environnement et les ressources animales et halieutiques. Institutionnalisée en avril 2019, cette plateforme matérialise aux yeux des partenaires au développement l'engagement du gouvernement à s'approprier l'approche Une seule santé. L'Alliance Tripartite Plus se dit engagée à promouvoir le principe d'un monde sain. Il faut détecter rapidement les maladies chez l'homme, mais aussi chez l'animal et agir vite, localement et alerter globalement. Et c'est là les leviers à actionner pour que les émergents ne deviennent pas des pandémies. Anticiper, surveiller, agir, communiquer, réagir face à un événement et en période de calme, co-construire un socio-écosystème résilient qui ne favorise pas les émergences et empêche la diffusion des pathogènes. Voilà qui doit aujourd'hui devenir un objectif partagé de gestion renouvelée de la santé à l'échelle du territoire, du pays et de la planète tout entière. Les missions, le plan stratégique et les acquis de la plateforme, dont les activités ont démarré en 2016, ont été présentés. Je voudrais inviter tous les acteurs impliqués au premier plan à mettre tout en œuvre pour faire de cette plateforme ivoirienne une référence en Afrique. Nous devons pouvoir nous enrichir des expériences des autres pays et de nos propres potentialités pour fédérer nos énergies et bâtir un système de santé fiable, robuste et à même de répondre de façon coordonnée à toute menace. La signature du manuel de provenance a mis fin à cette cérémonie. La santé comme la vie, on n'en a qu'une. Prenons garde de respecter les règles sanitaires. Le coronavirus sévit toujours. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 115 nouveaux cas de Covid-19, 196 nouvelles guérisons et 3 décès. Ce 18 février 2021, la Côte d'Ivoire compte ainsi 31 612 cas confirmés, dont 29 937 personnes guéries, 183 personnes décédées et il reste encore 1492 cas actifs. La pandémie est bien réelle. Veillons au respect strict des gestes barrières pour briser la chaîne de contamination. L'actualité au Niger, le 21 février prochain se tiendra le second tour de l'élection présidentielle. La campagne s'achève demain, vendredi 19 février, et jusqu'à la dernière heure de cette date butoir, les deux candidats en lice, Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane, sont à la conquête des électeurs dans cette dernière ligne droite de la campagne. Les différents projets de gouvernance sont mis en évidence et on voit cela avec Sidonie Davila et Ulrich Agondon.
À l'entrée du siège du Parti Rose, un business florissant de gadgets à l'effigie de Mohamed Bazoum. Le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, est aussi bien présent sur les murs des bâtiments et les véhicules. Le candidat est actuellement en région pour ses derniers meetings en vue de rallier les populations à sa cause. La capitale Niamey n'est pour autant pas délaissée. Le staff de Mohamed Bazoum continue d'y déployer sa stratégie de communication. L'objectif est de ratisser large. La priorité de notre candidat, c'est justement l'éducation. L'éducation qu'il va falloir améliorer pour atteindre un certain niveau de qualité, pour que justement elle soit une éducation, un système éducatif qui serait beaucoup plus en phase avec les exigences de développement de notre pays. Donc globalement, nous sommes sur ces deux questions. L'éducation, la question de l'emploi des jeunes, mais c'est aussi la question de la femme, également par rapport à son autonomisation. Le renouveau démocratique et républicain RDR, Tchangui, le parti de l'ex-président Mahaman Ousmane, arrivé en deuxième position au premier tour, s'active également en région ces derniers jours de campagne. Son candidat y est au contact des électeurs, mais à Niamey, la conquête des votants ne faiblit pas. Au siège du parti, le programme du candidat est expliqué à chaque visiteur, priorité inscrite dans son programme de gouvernement. Le candidat Mahaman Ousmane a défini 7 priorités dans son programme, à savoir eau, éducation, emploi, énergie, environnement, équipement et équité. Donc il pense en résolvant des questions majeures comme ça, il pourra sortir le Niger de l'ornière. Il a prévu un budget de 15 000 milliards pour financer ce programme-là. Chacun des candidats reste convaincu de sa victoire. Nous sommes très confiants parce que nous avons foi au processus électoral en cours au Niger. Nous avons foi au travail que nous avons accompli en tant que parti. On part confiant. En fait, il suffit de voir l'ambiance autour de nous. En tout cas, tous les gens que vous voyez autour de nous, ils sont confiants. On pense qu'on va gagner ces élections. Qui du camp du parti au pouvoir, PNDS, ou de l'opposition RDR, aura la faveur des électeurs. La vérité, elle, sortira des urnes le 21 février prochain. Là, ici, le moins qu'on puisse dire, c'est que le meilleur gagne. Ce journal est terminé. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain pour l'information de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien et excellente fin de soirée sur RTI 1.